Mais dis donc Fred, cette musique, c'est Ordinary Love de YouTube? Bah oui Marcel, mais te déconcentre pas, hein. La musique tu sais c'est un art, c'est pas scientifique. Allez, retourne à ta physique. Bah, je vous ai entendu parler. Bien sûr, la musique est un art, mais est-ce qu'on ne peut pas expliquer scientifiquement la musique? Bah non Jamy, tu viens de le dire, c'est un art. Et un art, c'est pas scientifique. Ah bon? Eh bah, venez, je vais vous montrer. Ok. Allez, on y va. Allez. Wow, mais ça en fait du matériel tout ça Jamy. Je me doute bien que quand la musique a démarré, il devait pas y avoir autant de choses, hein. Et puis dis-moi, je me pose une question. Ça date de quand la musique? Eh bien Fred, laisse-moi t'expliquer. Nul ne sait de quand date l'origine de la musique. Certainement bien avant les premières traces historiques trouvées. Mais c'est alors qu'en Chine, on a retrouvé les premières traces de théorie musicale qui dateraient d'environ 10 siècles avant Jésus-Christ. Cette musique était inséparable de la poésie et de la danse. 5 notes seulement étaient utilisées. Elles se succédaient de quinte en quinte ascendante en partant de Fa. C'est seulement bien après qu'apparut une autre gamme de 7 notes. Elle est semblable à celle que nous utilisons aujourd'hui. Tu la connais Fred, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. De plus, le poète chinois Liu Wei raconte que selon la légende, 2500 ans avant le règne de l'empereur Wang-Ti, ce dernier chargea un maître de musique d'une mission très difficile, lui ramener le secret du chant des oiseaux. Le maître partit immédiatement et quand il revint, il avait avec lui 12 flûtes qui correspondaient aux 12 notes de la gamme chromatique. Dis Jamy, t'entends les oiseaux? Mais comment se produit un son? Eh bien, Fred, pour créer un son, nous avons besoin d'un dispositif naturel, comme des cordes vocales par exemple, ou un dispositif artificiel, comme un instrument de musique quelconque. Bien sûr, ces dispositifs sont toujours constitués de deux parties essentielles, une partie mécanique vibrante et une structure résonante. La source vibrante, ou excitateur, a pour fonction de vibrer. Cette vibration fera bouger l'air d'avant en arrière, c'est ce qu'on appelle une onde. Cette onde, bien sûr, peut se mesurer et aura la même fréquence que l'excitateur. Merci, grâce à toi, j'ai tout compris. Et à ton avis, Fred, le son a-t-il un rapport avec la physique? Eh bien Jamy, comme tu viens de le dire, le son c'est un phénomène de vibration, une oscillation qui se déplace dans l'air jusqu'à l'auditeur. Et ce son, tu t'en doutes, il est mesurable. Alors par exemple, le spectre, qu'est-ce que c'est? Ça correspond à l'intensité en décibels en fonction de la fréquence en hertz. L'intensité, aussi appelée volume, mesure la quantité d'énergie transportée par l'onde. Et qu'est-ce que la fréquence? Eh bien, laisse-moi t'expliquer. Regarde attentivement. La fréquence, c'est le nombre d'oscillations, aussi appelées périodes, par seconde. Ici, la fréquence est de 1 et 2 Hz. À titre de comparaison, le La que produit un diapason a une fréquence de 440 Hz. Et sache aussi que plus la fréquence est élevée, plus le son sera aigu. A l'inverse, plus la fréquence sera basse, plus le son sera grave. Eh bien Fred, toujours en restant dans la physique, qu'est-ce qu'une fondamentale? Qu'est-ce qu'une harmonique? Et quel est le rapport qu'elles ont entre elles? Excellente question, Jamy. Eh bien, figure-toi que la fondamentale, c'est la note de référence pour trouver les harmoniques. Pourquoi, me dis-tu? C'est parce que les harmoniques auront une fréquence multiple de la fondamentale. Regarde attentivement ici. Voici le spectre d'un Do 130. En effet, le premier pic,
c'est la fondamentale. C'est lui le Do 130. Alors, le second pic correspondra à la première harmonique, c'est-à-dire au double de ce Do 130, ce sera donc un Do 260. Et ainsi de suite. Regarde, le troisième pic, c'est la seconde harmonique, c'est un Do 390, le triple de la fondamentale. On peut comprendre ainsi que les harmoniques seront toujours plus aiguës que la fondamentale. C'est exact, Fred, et c'est tout de suite plus clair, n'est-ce pas, Marcel? Allez, Fred, dis-moi en plus. Eh bien, Jamy, maintenant que l'on a compris ce qu'était un son, je me suis demandé comment notre oreille peut-elle le percevoir. C'est pour ça que j'ai pris rendez-vous avec le professeur Farnsworth, médecin ORL. Laissons-le nous expliquer. Allez, suis-moi. Bonjour, professeur Farnsworth. Bonjour, Enchanté. enchanté, installez-vous. Alors, expliquez-moi comment est-ce que l'oreille marche. Eh bien, comment dire? Est-ce que vous avez déjà vu une oreille qui court? Non, évidemment. Bien sûr que non. En vérité, c'est comment fonctionne l'oreille. L'oreille humaine est une véritable usine. Oui, enfin, c'est-à-dire, expliquez-moi. Eh bien, il faut savoir tout d'abord que l'oreille humaine peut entendre en moyenne des sons d'une fréquence de l'ordre de 20 à 20 000 Hz. Donc l'oreille humaine, elle est faite de 3 régions. On a l'oreille externe, l'oreille moyenne et l'oreille interne. L'oreille externe, elle est faite du pavillon, du conduit auditif et du tympan. Son rôle est de protéger le tympan des agressions extérieures, mais aussi de faire converger les sons jusqu'à notre tympan. Les sons entrés dans l'oreille font ainsi vibrer le tympan. Nous arrivons ensuite à l'oreille moyenne. L'oreille moyenne est composée d'une chambre d'air appelée caisse du tympan. Elle contient un ensemble osseux appelé les osselets. Il y a le marteau, l'enclume et l'étrier. Les voici. Donc ce qui va se passer, c'est que l'oreille moyenne va permettre d'amplifier la source sonore. En effet, elle va transformer les vibrations aériennes en vibrations solidiennes. Vous savez que la propagation d'une onde sonore dans un milieu solide s'effectue de manière beaucoup plus rapide que dans un milieu gazeux ou liquide. Donc, ça va permettre de transmettre pratiquement toute l'onde sonore jusqu'à l'oreille interne. Oui, c'est-à-dire, pouvez-vous approfondir? L'onde sonore est transmise alors à la fenêtre ovale qui est juste ici, et nous arrivons ainsi à l'oreille interne. L'oreille interne, elle est composée du vestibule et de canaux semi-circulaires. Mais ces deux éléments ne sont pas nécessaires à l'audition, ce sont les organes de l'équilibre. Cependant, l'oreille interne est aussi composée de la cochlée. La cochlée, c'est un long tube d'environ 35 mm en forme d'escargot, comme vous pouvez le voir ici, et qui contient l'organe de Corti, l'organe de l'audition. La cochlée est composée de 2 canaux par lesquels vont circuler les ondes sonores. Les ondes sonores arrivent de la fenêtre ovale, circulent dans la cochlée par le premier canal, arrivent jusqu'au bout de la cochlée, que l'on appelle apex, et reviennent jusqu'à la fenêtre ronde par intermédiaire du deuxième canal. Ce qui va se passer, c'est que durant son passage au travers de la cochlée, les ondes sonores vont faire vibrer la membrane bacillaire qui est le récepteur de l'organe de Corti. Et l'organe de Corti, c'est quoi? L'organe de Corti est un organe très sensible de l'ouïe qui est composé de 14 000 cellules ciliées disposées sur la membrane bacillaire qui, je disais, est le récepteur de l'organe. Donc ce qui va se passer, c'est que lorsque les ondes sonores circulent dans la cochlée, elles font vibrer la membrane bacillaire. Et la membrane bacillaire est au contact de ces cellules ciliées. Et ainsi, les cellules ciliées, à leur tour, se mettent à vibrer et transforment ces vibrations en influx nerveux. Et ces influx nerveux vont par la suite se transmettre via le nerf auditif jusqu'au cerveau. Eh bien, professeur, expliquez-moi, comment est-il possible que le cerveau ne capte qu'un seul son alors qu'on a 2 oreilles? En effet, comme tu l'as dit, Fred, les sons qui entrent dans chaque oreille sont différents. Ce qui se passe, c'est que le son atteint d'abord l'oreille la plus proche avant d'atteindre l'oreille la plus éloignée. Mais ce qui va se passer, c'est que les aires logées dans les noyaux olivères du tronc cérébral vont comparer alors les informations provenant des 2 oreilles avec le délai d'entrée
pour identifier la source sonore et son origine, c'est-à-dire la distance et la direction. Donc les influx nerveux passent par différents noyaux olivaires et cochléaires, dans lesquels on déterminera les écarts chronologiques entre les signaux de chaque oreille, leur intensité et leur localisation. Et ainsi, le cerveau peut déterminer l'équilibrage du son que l'on entend. C'est très intéressant. Et que pouvez-vous ajouter sur le sujet? Bien déjà, si les sons proviennent de la musique, ceux-ci seront perçus dans le cortex auditif droit. Ce qui va se passer tout d'abord, c'est que une des premières analyses du son va s'effectuer dans l'oreille interne, au niveau de la cochlée, avec l'organe de Corti. En effet, on peut constater que, je vais vous montrer ça, que selon la fréquence, ce n'est pas le même endroit de la membrane bacillaire qui va vibrer. C'est-à-dire que ce ne sont pas les mêmes cils qui vont réagir, les mêmes cils qui vont transformer les vibrations sonores en influx nerveux. Regardez, si la fréquence est faible, ce sont les cellules ciliées situées plus vers l'apex qui vont réagir. En revanche, si le son est aigu, si la fréquence est élevée, ce sont les cellules ciliées situées vers le début de la membrane bacillaire qui vont réagir. Ainsi, le cerveau peut déterminer la hauteur du son. Alors, expliquez-moi plus précisément. Ensuite, le reste de la reconnaissance du son s'effectue dans le cortex auditif droit. Il va déterminer l'identité des sons musicaux. Il abrite différents neurones qui réagissent à des fréquences sonores spécifiques. Il est composé de 3 aires, l'aire primaire, l'aire secondaire et l'aire tertiaire. Alors l'aire primaire réagit aux fréquences, l'aire secondaire, elle, joue un rôle dans la reconnaissance des harmoniques, du rythme et de la mélodie. Enfin, l'aire tertiaire complète le tout avec des niveaux supérieurs d'appréciation et d'intégration. Au final, notre système auditif nous permet de discriminer les fréquences et de percevoir ainsi des intervalles musicaux et les timbres. Eh bien, je n'y aurais jamais pensé. Merci. Eh bien, merci professeur Fansworth pour vos réponses et votre temps accordé. Pas de souci. Alors Jamy, maintenant qu'on en sait un peu plus sur l'oreille, je me pose encore des questions. Par exemple, comment ça se fait qu'une même note jouée sur 2 instruments différents, on va l'apercevoir différemment? Explique-moi. Eh bien Fred, sache que non seulement les instruments de musique se différencient par leur registre, c'est-à-dire leur étendue dans la gamme des fréquences, mais aussi par leur timbre, c'est-à-dire qu'une même note jouée à la guitare ou jouée à la flûte ne sonnera pas pareil. Le timbre est l'ensemble des caractéristiques d'un son, sa fréquence et son amplitude. La courbe sinusoïdale d'un son représentera le timbre de l'instrument. Bien sûr, les timbres se caractérisent en 2 grandes catégories. Les sons purs, qui comportent une simple fondamentale, comme le La du diapason, et les sons complexes, qui comportent une fondamentale et un certain nombre d'harmoniques, comme n'importe quelle note de n'importe quel instrument. Comme tu n'es pas sans savoir, Fred, le son est un mélange d'ondes. Quand c'est un bruit, toutes ces ondes n'ont rien à voir entre elles. Mais quand c'est une note, comme tu l'as dit précédemment, elles sont proportionnelles. Nous aurons une fondamentale, ensuite une harmonique qui est son double, la seconde harmonique qui est son triple, et ainsi de suite. Une flûte, par exemple, comporte 12 harmoniques, alors qu'une clarinette en comportera une trentaine. C'est ce qui fait leur différence. La transformée de Fourier nous permet de connaître à partir d'un son complexe quelle est la fondamentale et ses harmoniques qui vont sonner. La transformée de Fourier s'exprime par la formule suivante. Cette transformée permet d'obtenir du spectre du son la fonction Gt, amplitude et temps, un spectre de fréquence, la fonction f de t, amplitude et fréquence en Hertz, qui aidera à obtenir le nombre, l'intensité et la fréquence de chacune de ces harmoniques. A l'aide d'un microphone relié à un oscilloscope et à un ordinateur, il est facile d'obtenir une courbe U égale f de t, qui permet d'observer l'évolution de l'amplitude du signal de la tension U au cours de l'émission du son étudié. On observe ainsi qu'un son complexe est composé de différents signaux sinusoïdaux de fréquences différentes. Eh bien Jamy, je suis en présence de Marcel dans un laboratoire pour observer les spectres de fréquences d'un diapason et celui d'une flûte. Allez, suis-moi.
À l'aide de l'oscilloscope et d'un micro, nous allons pouvoir observer. Vas-y, Marcel. Voilà le spectre du diapason qui ne contient qu'une seule fondamentale et aucune harmonique. Maintenant, la flûte. Merci Marcel. On constate qu'il y a une fondamentale et plusieurs harmoniques. C'est donc les harmoniques qui différencient les différents instruments. La transformée de Fourier joue un rôle très important dans l'analyse d'un son. Considérons par exemple une fonction périodique de la forme d'un créneau illimité. D'après la transformée de Fourier, cette courbe périodique est tout à fait réalisable. Pour cela, il suffit d'additionner une multitude de sinusoïdes de fréquences et d'amplitudes prédéterminées. Nous commencerons tout d'abord par une sinusoïde ayant la même fréquence que notre créneau. C'est la fondamentale. Puis toute une série de sinusoïdes de fréquences et d'amplitudes déterminées. Ce sont les harmoniques. Voici le résultat si on superpose la première et la deuxième sinusoïde. Puis la seconde. Et enfin la troisième. Plus on ajoute d'harmoniques, plus la courbe se rapprochera du créneau. Alors Fred, tu peux toujours affirmer que la musique n'a rien de scientifique? Allez, on peut bien se prendre une pause. Mais, Fred, Jamy, est-ce que les compositeurs, quand ils créent leur musique, ils réutilisent tout ce qu'on a vu? Eh Marcel, T'avais pas de la physique à finir? Ma physique!